Bonsoir, donc aujourd'hui on passe à, je dirais pas à un autre genre de Kurosawa, parce qu'en définitive c'est quand même, lorsqu'on regarde bien ces films, et surtout qu'on examine la façon dont il travaille le cinéma, on a toujours quand même les mêmes constantes, mais il est vrai que les sujets, eux, ont l'air différents les uns des autres. Ici, entre autres, il s'offre le luxe de faire un polar, comme on disait à l'époque, dans la veine du cinéma américain. Mais un polar revu, corrigé par un japonais qui, à ce moment-là, redistribue toutes les donnes et recompose tout. Donc vous avez un film tout à fait passionnant sur comment faire un polar américain quand on est japonais et comment faire en sorte qu'un film japonais qui fait un film américain ne peut en aucun cas être un film américain. Donc c'est un film totalement japonais jusqu'au bout, du début, du premier plan jusqu'à la fin. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais pas la deuxième d'ailleurs, je dirais plutôt la première chose tout le temps. C'est-à-dire que peut-être que dans les films que nous avons vus précédemment, bien sûr qu'on a remarqué, enfin j'ai essayé de vous faire remarquer la construction cinématographique et en particulier la construction plastique du cinéma de Kurosawa. Mais ici vous en avez une démonstration, ce n'est plus une démonstration, c'est une leçon qu'il vous donne pour vous dire apprenez à regarder ce que c'est qu'un film. Si vous regardez bien en fait le film, donc il est de 63, depuis 10 ans, depuis 1953 a été lancé le cinémascope. Donc le cinémascope, ça double l'espace latéral, horizontal de l'écran, de 1,33 ou 1,35, on passe à 2,60, c'est-à-dire vous avez 2,60 m pour 1 mètre de haut. Alors que dans le cinéma classique, vous aviez 1,33 m ou 35, ça dépend des films, pour 1 mètre de haut. Donc on double la surface, et en doublant la surface, à ce moment-là, évidemment, on a un travail différent à faire sur la façon dont on va travailler l'espace. Vous avez pu constater que toute la première partie du film, c'est-à-dire toute la partie ce que j'appelle la partie du haut, donc de la maison d'en haut, vous n'avez que le cinémascope dans sa splendeur et de large en large, si on veut. Et donc tout le travail est de savoir comment utiliser à chaque instant cet espace immense et de le travailler à chaque fois pour lui donner un sens selon les rapports que les personnages ont à tel moment, tel moment, tel moment, tel moment, dans les déplacements de ces personnages, dans les déplacements de la caméra par rapport aux personnages, dans les déplacements de la lumière par rapport aux personnages, bref, dans tous les jeux possibles que cet espace provoque et en même temps prédispose à repenser et à savoir l'utiliser au maximum. Donc vous aurez cette première partie, et cette première partie, dans un espace qui est un espace nouveau, il y a ça commence par une discussion d'affaires. Est-ce qu'un groupe va prendre le pouvoir dans une industrie des chaussures, d'autres groupes va prendre le contre-pouvoir, et puis d'un seul coup arrive à tout autre espace qui éclaire autrement le dispositif premier des rapports de force, qui sont des rapports d'argent, par un enlèvement d'enfants qui d'un seul coup va perturber et redistribuer tout cet espace mental et cet espace, je dirais, financier et cet espace de combat individuel en même temps qui est en train de s'établir et qui va
former cette première dramaturgie qui est la très longue dramaturgie de cette première partie de, de l'affaire qui éclate dans la maison du riche. Puis, vous avez pu constater que en deuxième partie, c'est-à-dire presque une heure, même je pense qu'il y a une heure de première partie comme ça, uniquement sur l'horizontalité et la complexité, avec en plus le jeu évidemment qu'il faut cacher, les rideaux qui cachent, etc. Donc on doit voir, on ne doit pas voir, etc. Enfin, tout un jeu sur le regard que l'on cache et qu'en même temps que l'on montre et que l'on démontre. Et ensuite, vous avez une deuxième partie qui commence avec l'admirable moment où on change de niveau. On change de niveau, pourquoi? Parce qu'on passe maintenant au train, c'est-à-dire entre le haut et le bas. Entre le haut et le bas, c'est le moment où il faut retrouver l'enfant et en même temps jeter les sacs, pas les fenêtres. À ce moment-là, vous avez pu voir que d'un seul coup, le premier plan qui ouvre cette séquence, c'est un plan de pure perpendiculaire. D'un seul coup, on quitte tout ce qui a été l'horizontalité et que nous avons fréquenté pendant, je répète, une heure, et d'un seul coup, on joue sur des perpendiculaires, on joue sur des obliques, on joue aussi sur des horizontales, et qui n'ont plus la même fonction que précédemment. L'horizontale précédente, c'était le grand écran sur lequel tous les problèmes personnels, individuels, en même temps enfant, père, femme, policier, etc. Tout ça se jouait quasiment au fond sur le même plan. Maintenant, tout commence à se jouer sur chaque fois des plans différents. Des plans différents qui sont filmés. C'est ce que l'on filme. Et ça devient la dramaturgie. Et ensuite, ça va se compliquer de plus en plus. De plus en plus, les espaces vont se ratiociner, vont se contrarier, vont devenir même insupportables d'une certaine façon. Et pour arriver, si vous revoyez bien le film, pour arriver à la toute fin du film, où justement maintenant il n'y a plus qu'un seul espace, qui est le même espace de deux figures face à face dans la prison. Et à ce moment-là, quel est le rapport? Où est, quel espace j'occupe, quel espace je veux occuper, de quel espace je veux être le maître, quel espace je ne suis pas le maître. En réalité, ce que vous donne à voir ici Kurosawa, c'est qu'est-ce que c'est que le cinéma une fois de plus. C'est-à-dire, le cinéma, c'est travailler des espaces et comment ces espaces ont en effet un sens, ont une raison d'être et en même temps, à ce moment-là, forment ou fabriquent la dramaturgie qui vous est proposée. D'où, en même temps, la force de ce film, c'est que comme il se joue sur des problèmes purement physiques, de construction graphique, donc de cinéma, à ce moment-là, il vous entraîne et en réalité, vous avez pu constater que vous ne savez pas du tout où le film va vous mener. Et cette fin du film, où ce qui est la dualité profonde entre deux réussites, la réussite de celui qui veut enfin avoir l'affaire et la non-réussite ou la haine du pauvre qui veut absolument s'emparer de l'affaire de l'autre pour le détruire, ce double jeu qui est en fait un jeu qui renvoie l'un à l'autre, donc un jeu de miroir qui est donné, qui est celui de la fin. C'est-à-dire, si vous voulez, le film n'est qu'une construction sur tous les espaces que nous tous travaillons dans la vie. Espace mental, espace physique, espace mémoriel, par exemple sur l'enfant, quel espace a-t-il rencontré, pourquoi par exemple, tiens, ah oui, tel arbre, j'étais faire pipi là, etc. Tous les jeux possibles de l'espace et de la connaissance et de la reconnaissance sur les espaces qui nous sont proposés dans notre propre vie. C'est de cela dont il est question. Évidemment, ça donne un film
assez fort, il faut bien le reconnaître. Et je suis content que, pour la plupart d'entre vous qui ne connaissiez pas ce film, je pense que très peu de gens l'aviez vu, je pense qu'il vous a fait un certain effet. Enfin, je l'espère tout au moins. Voilà, alors, voilà, c'était un premier abordage du film. Maintenant, je vous écoute pour si vous avez des questions. Donc, voilà, déjà que... Et, juste une question, moi. Quels sont ceux qui l'aviez déjà vu? Vous n'avez pas de nombreux. Hein? Une personne, c'est ça. Ça reste beau, hein? Moi, ma question, c'est les impressions que j'ai eues dans ce film, c'est que, en fait, le ciel, c'est la bourgeoisie, et l'enfer, oui, c'est le peuple. Et donc, en fait, Kurosawa, il fait un antagonisme entre la société américaine et la décadence japonaise qui arrive. Ah non, ça, parce que Arika nous montre en fait la décadence japonaise qui commence à arriver par le peuple d'en bas et la décadence sociale en même temps. Et d'un côté, la culture japonaise qui se perd à travers ce capitalisme qui arrive. Bon, là, il y a l'autre question qui est... En haut, c'est le ciel, donc c'est la richesse, et en bas, c'est l'enfer, c'est le peuple. Oui, mais de toute façon, entre le ciel et l'enfer, il est bien... Bon, là, on a de nouveau un problème d'espace, c'est-à-dire le haut et le bas. Le problème de cet espace, ce problème d'espace sert sociologiquement, sert moralement, métaphysiquement, sur les notions, en effet, du grand, de la réussite ou de la perte, de la montée ou de la descente, du ciel ou de l'enfer, du pouvoir de l'argent, en tant qu'il est un pouvoir heureux ou un pouvoir malheureux. Bref, vous avez toutes les possibilités du jeu des espaces que nous construisons dans notre... Enfin, que la société, que nous-mêmes, nous construisons dans la vie. Comment vivons-nous notre espace? Et ce jeu des espaces, ici, est évidemment proposé. Alors, vous en proposez un qui est en effet la réussite, l'argent, la richesse, le bonheur, la détresse, le malheur. Bon, le malheur, l'enfer, etc. Ce qui est en même temps, si vous prenez cet espace, ce jeu d'espace, vous retrouvez un espace très précis, très connu dans toutes les sociétés humaines, qui est en particulier à partir du moment où il y a des rapports de pouvoir et donc des rapports de place dans la société, tout devient en effet un rapport de force. Et ce rapport de force, je vous le signale, c'est la première chose que la séquence cinémascope du début donne. Le rapport de force. C'est comment ça s'appelle, le Gondgo, enfin je vous dis toujours les noms. Le patron veut avoir un rapport de force. Évidemment, le domestique, qui est le père de l'enfant, ne peut pas avoir ce rapport de force. En même temps, on veut avoir le rapport de force. Et donc, d'emblée, le jeu de la place est immédiatement posé. Et remarquablement mis en scène par le jeu de la position du père de l'enfant, donc du domestique, par rapport au maître, etc. Tout se joue sur ce jeu de où est ma place, où est la place, et quelle place on me donne, que l'autre me donne. Et donc, toute la question, en effet, se pose sur la résolution de ce problème de moi et ma place. Où est ma place? Quelle place me donne-t-on? Quelle place je veux avoir, etc. Vous savez, par exemple, il y a... Moi je trouvais une phrase, elle me plaît, alors je la dis. Finalement, dans la vie, il n'y a que deux possibilités. Ou bien vous courez la place, ou bien vous gardez la classe. À vous de choisir. Donc, on a ce problème-là tranquillement ici.
dans toutes les grandes œuvres, vous avez ça aussi, puisqu'on avait vu la fois dernière Shakespeare, dans Macbeth, vous avez aussi où est la place. Et à chaque fois, où est la place. Bon. Donc ce jeu de place devient passionnant lorsque il est concrétisé par la réalisation même filmique, puisque le cinéma nous oblige à avoir des espaces et donc à jouer sur le jeu des espaces. Avec en plus, par exemple, ce qui était très, très intéressant sur toute la première partie, là, donc la première heure, c'est l'horizontalité qui l'emporte tout le temps. Alors, bien sûr, si on a le temps de regarder, on s'aperçoit que par moment, les personnages sont en dessous et deux sont au-dessus. Ensuite, bon, enfin, tout un jeu comme ça de variation, mais la réceptivité de l'image est faite sur l'horizontalité. Et puis après, vous avez la perpendicularité au moment du train. Et puis ensuite, vous avez la verticalité qui intervient. Par exemple, à la fin du film, dans ce moment où on l'emmène en prison, et il y a fenêtre sur fenêtre, on ne sait plus très bien, vous ne savez plus où est, quelle est la dominante. Est-ce que ça va être la verticalité? Est-ce que ça va être la horizontalité? Est-ce que ça va être le fractionnement des multiples stries qui font que les volets qui se ferment? Bref, vous avez une sorte de composition, décomposition des espaces qui est en même temps la façon de dire la réalité des vrais rapports entre les individus, même si ces rapports sont souvent complexes et quelquefois même totalement abstraits. Mais ça, c'est autre chose, justement, c'est le problème, une fois de plus, et de l'espace et de nouveau de la place. Où est la place? Alors, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que bien sûr qu'il joue à fond justement sur le problème du mal, donc du bien pour la même occasion. Le bien, c'est l'argent. Et l'argent, justement, est-ce que c'est le bien? Tout le film joue là-dessus. Il est évident que le personnage du jeune criminel, du médecin, bon, on le sait, Kurosawa, je l'ai déjà dit, il a deux occidentaux, il a deux sources occidentales prégnantes, l'une Shakespeare, il en fera trois, et l'autre, les Russes, et en particulier Dostoïevski, etc. Et il est évident que ce personnage du jeune médecin, vous l'avez dans Karamazov, c'est ou dans toute la littérature russe de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire de la révolte et de la révolte totale sur, enfin à la fois par oui, par le terrorisme, c'est vrai aussi, mais par le bon. Comment? J'entends pas. Oui. Enfin, je vous dis oui. Quelquefois, ça, c'est l'avantage de l'âge, on oublie les mots. Donc, mais c'est de cela. Par exemple, alors que vous avez des Japonais qui ont travaillé à partir en particulier de Maupassant. Mais par exemple, Kurosawa, je ne lui vois pas un seul cinéaste, un seul littéraire français qui l'ait inspiré. Même Maupassant ne l'a pas inspiré, ce qui est quand même assez rare. Enfin bon. Ça c'est une parenthèse. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, pas du tout. Oui. Non, pas du tout. Non, parce que là, vous discutez, vous discutez de technicité du film. Moi, je discute du contenu du film. Voilà. Mais c'est la même chose. Et donc, en fait, non, parce que, bon, que ça soit technique, je comprends très bien Kurosawa, parce que c'était un maître de l'art. Maintenant, je pense qu'au niveau pensée qu'il a voulu donner aux spectateurs et au peuple japonais et américain,
c'est qu'en fait, il montre carrément une décadence qui est en train d'arriver. Et que ce soit du côté américain et que ce soit du côté japonais. Quand on voit la dernière scène dans les bars avec le monde décadent, on voit le jazz, on voit que c'est écrit en américain, alors que c'est un film japonais. Dans cette autre... Là, vous en parlez en occidental. C'est un film qui montre l'Occident, enfin, qui montre l'Occident comment il est fait. Entendons-nous bien. Le cinéma japonais, bon, je ne fais que le répéter, est un des plus grands cinémas du monde. Bon. Et cela déjà depuis à peu près 1910. Enfin, il faut attendre 1920, 1930. La fin de la période de Muette pour se rendre compte à quel point il est un immense cinéma. Que dans ce cinéma, il y a évidemment, de façon circonstancielle, l'histoire du Japon, et en particulier cette histoire du Japon du milieu du XIXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle et la catastrophe que ça avait produit. Bon. Que dans cette histoire du Japon, justement, les grands cinéastes japonais, Mizoguchi, Ozu, Naruse et d'autres, ont complètement compris pas le danger, mais que l'Occident était à la fois une nécessité, mais aussi un piège. Et que, entre autres, là nous sommes en 63, déjà ça fait 15 ans que la guerre est terminée, enfin donc un peu plus, ça fait presque 20 ans que la guerre est terminée, que les Américains se sont emparés du Japon, qu'ils ont rectifié le Japon, l'ont ouvert à la modernité, etc. Et que dans le cinéma japonais de cette époque-là, que ce soit Mizoguchi, que ce soit Ozu, etc., avec plus ou moins de subtilité, on vous montre à quel point ce dérangement de l'ordre mental ou culturel japonais, bon, à la fois il avait besoin en effet d'un changement, mais en même temps aussi que ce changement était dangereux. C'est vrai que ils ne vont pas dire que vive l'Amérique et grâce à l'Amérique, il faut quand même pas exagérer. Ils ont quand même perdu la guerre et l'ont perdu violemment. Donc il est tout à fait logique que le cinéma japonais de cette époque-là soit un peu critique, mais reconnaissant quand même. C'est ça qui est intéressant, c'est quand même par rapport à d'autres peuples, ils ont compris l'intérêt de l'Amérique. Mais je ne fais que répéter, les Japonais, les grands cinéastes japonais, ont quand même pris une certaine distance par rapport au jeu du moderne. Je pense, je vous l'avais cité la fois dernière, ça c'est pas de Kurosawa, mais c'est de Ozu. Dans le dernier film de Ozu, l'ancien officier japonais qui rencontrera ses anciens soldats au bar, d'un seul coup, éclate de rire en disant « Oh là là, heureusement que nous avons perdu la guerre, car si c'était les Américains qui avaient perdu la guerre, ils auraient été obligés de devenir japonais, et ça aurait été une catastrophe. » Donc je trouve cet humour-là quand même absolument génial. Donc, si vous voulez, bien sûr que le monde qu'il nous montre ici, bon, ça renvoie à cette sorte de fascination que Kurosawa garde pour le peuple et le très bas peuple. N'oublions pas que nous avons déjà vu les bas-fonds, que nous voyons ce film-là où, bon, nous avons en effet le monde du bas peuple, parce que quand même toute la fin, au moment où on passe dans ce quartier Body, là encore, vous avez aussi un changement de style, par ailleurs. Vous passez d'une écriture très claire, très classique, sur le policier, etc., pour arriver là, d'un seul coup, formellement, hein, pas seulement que intellectuellement, mais formellement,
vous passez à l'expressionnisme. Toute la partie dans le bouge, enfin, est jouée et traitée en expressionnisme. Il n'est pas du tout traité en réalisme. Alors que ce qui précède semble être réaliste. Alors il y a tout un jeu comme ça de variation sur les représentations et qu'est-ce qu'on en fait de ces représentations-là. Il est vrai que le personnage de l'assassin, enfin bon, je vais dire toujours le nom, est un personnage de révolté qui ne sait pas quoi faire de sa révolte et qui finalement va aboutir à rien. Donc en effet, aller vers le néant, ça ne servira à rien et détruire, il ne fera que ça et donc ce n'est pas une solution. Reste à savoir si le rideau se fermant sur lui, ne reste plus qu'un seul visage sur l'écran, c'est celui de notre héros, donc de notre industriel, qui lui représente quand même les valeurs nobles de l'argent, de la situation, de la position, de la place, etc. À la fin, c'est lui qui a la bonne direction. Voilà. On est là dans tous les sens du terme. Quand on commence à rentrer dans le sens profond des œuvres, et c'est pour ça que je tiens énormément à le dire et le redire, c'est qu'en définitive, en art, quel qu'il soit, que vous preniez la musique, que ce soit la littérature, la peinture, etc., c'est à partir de l'expression plastique, graphique, littéraire, que les choses se disent. Ce n'est pas dit de l'extérieur, c'est dit de l'intérieur. À vous de comprendre ce que disent les formes. Alors, sans tomber dans le formalisme. Le formalisme, c'est l'extérieur. Les formes, c'est les sensations que nous éprouvons. L'art, c'est qu'est-ce que nous ressentons. Et faire en sorte que ce que nous ressentons intérieurement soit exprimé extérieurement par les formes mêmes de l'expression, que j'appelle par l'écriture, quelle que soit l'écriture, de quel art que ce soit. Au cinéma, c'est pareil. Là, vous avez un exemple parfait, vous avez un exemple où l'expression se fait par l'écriture. Si vous restez sur le sens de l'histoire, oui, bien sûr que vous aurez, bien sûr, mais vous n'aurez pas la force, je dirais la force vitale de ce que l'on ressent dans ce film. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le film en même temps. Par rapport à l'Occident, enfin, ceci étant dit, par rapport aussi à l'Orient, parce que l'Orient aussi travaille le mélodrame, mais il ne travaille pas de la même façon. Mais là, tout le début du film est très mélodramatique. Le père, l'enfant, etc., le choix, la décision, qu'est-ce que je fais pas, etc. Tout ça est très travaillé sur le mélodrame. Et peu à peu, on quitte le mélodrame pour, à la fin, n'avoir plus que ce vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire de soi-même. Quand même des grandes données je dirais de la vie, c'est le 1 n'existe pas. Le 1, c'est une dualité qui ne s'est pas encore rompue. Voilà. Donc le 1, c'est une dualité provisoire. Mais la vérité, c'est que le 1, c'est Big Bang. C'est le mouvement. Donc vous n'aurez jamais du 1 réellement. Alors, en même temps, vous en avez, forcément, car vous ne pouvez pas y échapper. Donc c'est comment dirais-je, une nécessité absolue, et en même temps, non. Vous avez le 1 plus 1 plus 1, la montée, le 1 moins 1 moins 1, la descente. Mais, bon, après vous vous débrouillez avec. Mais je dis ça pour une raison simple, c'est qu'en art, le problème est celui de l'autre.
pas que dans l'art, dans la vie. Enfin, moi, personnellement, c'est l'art qui m'intéresse. L'autre. Et l'autre, c'est d'abord soi-même. Je suis moi et je suis l'autre. Où suis-je? To be or to be, comme disait l'autre. Donc, c'est pas si simple. Voilà, oui, c'est tellement passionnant, ça ouvre tellement de choses, et ça ouvre tellement sur la vie, sur l'existence, sur le réel, sur le mouvement des divers. Je pense que l'art, de ce point de vue, est un mode de connaissance absolument indispensable. Enfin bon, là je fais une espèce d'apologie et de l'art. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, peut-être. Je ne cache pas que je n'ai pas trop envie de rester ce soir parce que je sors comme beaucoup de gens peut-être entre vous, de cette période de maladie qui fait que je ne suis pas au mieux. Enfin bon, s'il y a quand même des questions à poser, allez-y. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement, alors peut-être Bon, ben dans ce cas... courage, hein, ouais. Oui, on ne veut pas vous en empêcher. Pardon? Voilà, bon, ben, parlons de la prochaine fois. Alors justement, la prochaine fois, on va vous projeter Yojimbo, hein, le garde du corps. Quoi donc? On va projeter Yojimbo, le garde du corps de Kurosawa. Ah oui. La prochaine fois, donc en février. Voilà, le fameux film qui a inspiré pour une poignée de dollars de Sergio Leone, c'est ça, voilà, donc, et puis on aura le même mois, on vous proposera aussi un autre film, mais qui ne sera pas présenté par Jean Douchet, qui est Vivre dans la peur, voilà, de Kurosawa également. Mais en même temps, juste pour ceux qui seront là, rappelez-vous l'importance très provisoire du tramway dans le film, car vous allez le retrouver dans Death Canada. Death Canada, oui, d'accord. Qu'on verra donc en fin de cycle. J'ai dit ça aujourd'hui, on en reparlera plus tard. Mais comment Kurosawa se resserre du bruit spécifique du tramway pour reconnaître où est l'enfant, et qu'on va retrouver, en revanche, réutiliser ce bruit du tramway dans Death Canada. Bon, vous allez le voir, donc pour savoir pour en souvenir. Voilà, on va écouter en tous les cas, bonne soirée, merci beaucoup.